Ce champion du monde de boxe mettait des fessées aux femmes de ses adversaires, pétait des câbles sur le ring quand il n'y avait pas assez de bagarres à son goût, a fumé des clopes et bu des bières pendant toute sa carrière, faisant d'ailleurs parfois les deux en même temps pendant les conférences de presse, et de son adolescence à se battre à la machette avec des gangs rivaux au Nicaragua, il a retiré un style de boxe ultra brutal et agressif. Au micro, il était absolument incontrôlable, et on pouvait notamment l'entendre crier avant son choc contre Oscar de la Hoya « Dis à ta femme de bien baiser le matin du combat pour que tu te couches pas comme tu l'as fait contre Hopkins, espèce de p***. » Et ajoutant lors du tournage de vidéos promotionnelles « On n'est pas dans un film là, petite s***, tu vas pas te mettre à chanter comme un homo s***. » Dans la droite lignée des fous furieux de la boxe comme Carlos Monzon et Tommy Morrison, il était le Conor McGregor originel et a dynamité la boxe. Voici l'histoire d'El Matador, Ricardo Mayorga. Il y a les combats de boxe et il y a les combats de Mayorga. Voilà ce qu'on pouvait entendre dans les années 2000 quand ce bagarreur de rue du Nicaragua était au zénith de sa popularité et de sa malveillance. Dans le ring déjà, on parle effectivement d'un gars ayant tellement de la lave en fusion dans les veines que c'était presque la normalité que de le voir se coincer volontairement dans un coin du ring pour hurler à son adversaire de venir le chercher avec des gesticulations d'énormes possédés parce que frustré par le manque d'action et aussi pour essayer de l'attirer dans une fusillade aléatoire. À n'importe quel moment, pour augmenter ses chances de victoire, le gars était capable de se transformer en bête sauvage affamée pour compenser son manque de technique par rapport aux meilleurs boxeurs de la planète en mode Hulk d'Amérique du Sud, voire même d'un Hulk rouge que vous pouvez retrouver dès à présent dans le film Captain America Brave New World qui sponsorise cette vidéo. Hulk rouge, c'est la grosse menace que doit affronter Sam Wilson dans le nouvel opus des studios Marvel. En plus de devoir gérer cet adversaire ultra puissant, la relève de Captain America se retrouve plongée au cœur d'un gigantesque incident international. Complot, paranoïa, ça sent pas bon, et quand le président des États-Unis est lui-même potentiellement menacé, vous ne pouvez plus faire confiance à personne et ça promet de partir dans tous les sens. Grosse scène d'action et baston sont au programme pour ce film shooté aux stéroïdes et c'est actuellement au cinéma, alors foncez le voir. Mais pour revenir à notre monstre nicaraguayen, ce qui est complètement fou, c'est qu'alors qu'il présentait d'énormes lacunes techniques et qu'il ne faisait théoriquement rien comme il fallait, il a donc non seulement réussi à battre les meilleurs assassins de la planète malgré tout, mais il est même devenu carrément champion du monde WBA, WBC et The Ring. Et quand on dit qu'il ne faisait rien comme il fallait, on ne parle pas uniquement que de ses techniques de boxe approximatives, on parle d'un mec qui la veille d'un des combats les plus importants de sa vie contre Vernon Forrest en 2003, était aperçu à 3 h du matin en train de jouer au casino, une fille sous le bras et cigarette au bec, et tout ça pour le lendemain non seulement faire 12 rounds de guerre contre un gars qui était vu comme un des meilleurs espoirs de sa génération, mais en ressortir vainqueur et garder ses ceintures de champion. Pendant ses entraînements, quand ça n'était pas la bière et les cigarettes, c'était même parfois du rhum entre les rounds de sparring, et ce qui avait d'ailleurs par la suite forcé ses entraîneurs à faire des pactes avec lui pour ses camps d'entraînement spécifiques. En 2015, son coach Stacy McKinley expliquait qu'il avait ainsi abandonné à l'époque l'idée de réussir à le sortir de ses addictions et qu'il avait plutôt choisi de négocier avec lui. Tu veux fumer et t'envoyer des bières? Ok, mais alors on va faire un deal, lui avait-il expliqué. Du lundi au vendredi, tu vas t'entraîner, tu ne fumes pas et tu ne bois pas une goutte d'alcool. En revanche, le samedi, tu peux t'asseoir derrière le camp d'entraînement et je t'apporterai moi-même une caisse de bière et un paquet de cigarettes pour que tu puisses fumer toute la journée. Et il ajoutait en s'adressant aux spectateurs, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que tout ça, il l'aurait fait de toute façon. Alors c'était un moyen pour moi d'au moins contrôler la situation. Et concernant la jante féminine, il n'était pas en reste non plus, à tel point qu'il chambrait même les Américains avec des punchlines en espagnol du style « Heureusement que je parle pas mieux anglais parce que sinon je prendrais toutes vos femmes ». Mais alors comment un combattant aussi talentueux peut-il avoir des habitudes et un mode de vie aussi destructeur et provocateur? Et bah comme à chaque fois, la réponse se trouve dans son enfance d'où viennent toujours les modes de vie autodestructeurs qu'on retrouve à l'âge adulte. Ricardo Mayorga grandit à Managua, la capitale du Nicaragua, et où il n'aura connu que l'extrême pauvreté et la violence. Parfois obligé de voler pour se nourrir, vivant avec ses parents et ses 5 frères et sœurs dans une maison d'une pièce unique, au mur en parpaing brut et au sol en terre battue, il n'y avait ainsi aucun moyen d'éviter les passages à tabac par leur père quand il lui en prenait l'envie, et souvent à base de coups de ceinture. Je viens d'un pays où la guerre est partout, expliquait notre protagoniste. Même les femmes sont des durs à cuire. Au Nicaragua, les femmes accouchent où elles peuvent, au milieu de la rue, dans la campagne, et sans aucune aide médicale. Et quand tu vois ça, ta perspective sur les choses est complètement différente. Et il restera d'ailleurs très lié à sa mère, qui par la suite l'accompagnera parfois même à ses combats. Habitué à la violence chez lui comme à l'extérieur, prisonnier de son environnement et ne voyant pas d'échappatoire à sa triste situation, il est inévitablement confronté à la rue dès son plus jeune âge et rentre dans un gang.
Mayorga raconte qu'il a ainsi participé non seulement à un nombre incalculable de bagarres, mais dont certaines étaient des règlements de compte sans limite à 40 contre 40 avec machette, gros cailloux et barres de fer. Les cicatrices de ces combats en mode Moyen-Âge couvrent d'ailleurs ses bras et son cuir chevelu, et il explique aussi qu'il s'est retrouvé par 2 fois devant un pistolet chargé, mais que les 2 fois l'arme s'est miraculeusement enrayée devant son visage. Entre ça et les courses de voitures dans les rues, où lui et les jeunes du voisinage brûlaient les feux rouges en essayant d'atteindre la plus grosse pointe de vitesse possible et doubler leurs concurrents, Ricardo résume les choses ainsi: « Je sais que je repousse les limites du danger, mais Dieu a été bon avec moi. Je devrais probablement être mort à l'heure qu'il est. » Et pour qu'il ait réussi à atteindre les 18 printemps avec ce mode de vie aussi destructeur, c'est clair que là c'est plus un ange gardien qui veille sur lui, c'est carrément un Space Marine. Et dans des articles d'ESPN et de Sports Illustrated, d'où sont tirées la plupart des informations qu'on retrouve dans cette anecdote, on apprend pourtant qu'il aurait suivi une partie de son éducation scolaire dans une école militaire à Managua, et qu'il aurait commencé les cours de boxe dans son enfance. Il ira même jusqu'à devenir par la suite le champion Golden Gloves d'Amérique centrale, mais ce qui est fou c'est le manque d'informations qu'on a à part ça pour lier tous les éléments de sa jeunesse dans un bloc cohérent. On a toutes ces histoires éparses de sa jeunesse et de son adolescence, souvent racontées par lui-même, et un fou furieux en fin de chaîne, mais finalement pas beaucoup d'autres témoignages ou documentaires pour y voir plus clair. En tout cas, arrivé à la vingtaine, il passe tellement son temps à se battre dans la rue qu'il finit par se dire que, tant qu'à utiliser ses poings et ses talents de briseur de crâne, ce serait dommage de ne pas en tirer profit en même temps. Il se lance alors dans une carrière professionnelle de boxeur et fait ses premiers pas sur le ring, oscillant entre le Costa Rica et le Nicaragua pour divertir les foules locales avec son attitude de chambreur et son style ultra spectaculaire, en même temps qu'il récolte de maigres bourses. 7 ans plus tard, après un rythme de croisière incompréhensible, notre trublion a amassé un palmarès convenable de 21-3 et 19 de ses 21 victoires par KO. Et oui, on parle de rythme de combat incompréhensible parce que pendant cette période, le gars combattait tantôt 8 fois en un an, mais aussi faisait tantôt des grosses pauses de 2 ans sans monter sur un ring. Et bien qu'il fût un excellent combattant en Amérique latine, malgré toute l'énergie qu'il pouvait bien mettre dans l'histoire, sans un coup de pouce du destin, il ne semblait pas être sur le chemin de la gloire international, ni celui de la fortune. Néanmoins, en décembre 2000, alors qu'il participe à une soirée boxe au Venezuela pour disputer une ceinture WBA Fédé Latine, il fait le show comme d'habitude, met son adversaire KO en 41 secondes, sauf que ce soir-là, dans le public, pour assister à cette nouvelle démonstration du taré de Managua, se trouvait un certain Don King. Aussi riche et puissant que véreux et malhonnête, le promoteur américain est alors subjugué par le potentiel de star international du Matador. Et pour le convaincre de rejoindre son écurie, il va faire un move d'énorme mafioso, mais finalement le plus efficace aussi dans ce genre de situation. Il vient le voir après son combat et lui file directement 15 000 $ en cash et lui promettant 10 000 de plus simplement s'il venait le voir en Floride pour discuter d'un partenariat. Finalement, pourquoi se faire chier avec des grands discours de 3 plombes quand on peut faire claquer sur la table une liasse de 15 000 balles? Et bon, pour un boxeur né dans la misère et sur lequel personne ne misait vraiment jusque-là, c'est pas que la question de « dois-je y aller » est vite répondue, c'est qu'elle ne se pose même pas. Alors il fait le voyage, retrouve Don King et est bien évidemment recruté par le machiavélique manager et promoteur. Et même si ce dernier finira par l'escroquer parce que c'est le tarif quand on s'associe avec lui, en tout cas, il le mettra sous le feu des projecteurs et le fera devenir une star en moins de temps qu'il n'en faut pour dire claque sur les fesses. Et oui, parce qu'à partir du moment où il bénéficiera de la poussée de Don King, ses talents de bagarreur de génie et de provocateur invétéré allaient pouvoir être télévisés à grande échelle et le marché américain n'était pas prêt pour autant de sauvagerie. Rapidement placé pour des ceintures mondiales contre des boxeurs vus comme des pointures, Andrew Lewis d'abord et Vernon Forrest ensuite, Ricardo choque la planète boxe en les battant tous les deux, dont chacun au moins une fois par TKO. Forrest, alors invaincu à 35-0, était d'ailleurs à ce moment-là vu comme le meilleur welterweight de la planète et donné vainqueur facile avec des cotes abyssales à 10 contre 1. Et pourtant, contre toute attente, non seulement Mayorga le punit sévèrement, mais après ça, il se permet même, pour célébrer, de s'allumer une petite clope en direct sur le ring pendant l'interview d'après-combat, devant les yeux ébahis de centaines de milliers de téléspectateurs. En l'espace d'1 an et demi et 4 combats, il était passé d'inconnu total aux USA à superstar et champion du monde. À partir de ce moment-là, le plus dur était fait pour lui en réalité. Car peu importe s'il gagnait ou s'il perdait, en réalité, désormais les gens le suivaient plus vraiment pour ses résultats sportifs, ils le suivaient parce qu'ils savaient qu'avec lui, que ce soit dans le ring ou en dehors, le divertissement était assuré. Un peu comme un Derek Chisora de ces dernières années en poids lourd par exemple, et c'est clair que niveau divertissement, alors qu'il savait pas aligner 3 mots d'anglais, personne ne savait y faire mieux qu'El Matador Ricardo Mayorga.
Avant son combat contre Fernando Vargas, qui avait annoncé que ce serait sa dernière apparition, le Nicaraguayen avait envoyé les cartouches de Space 12 en conférence de presse. Je vais te terminer, mais t'es déjà fini de toute façon. Je voudrais dire publiquement que ce petit gros ici présent a toujours été terrifié de m'affronter. Là, j'ai dû accepter de le combattre à 73 kg parce que petit gros n'arrive pas à faire le poids, mais je vais lui faire une faveur en l'envoyant à la retraite devant sa famille. Et je ferai une faveur à ta femme que je ne laisserai pas pleurer une fois que je t'aurai défiguré. Et quand il voit que le gars reste calme en face et qu'il n'obtient pas le chaos qu'il veut, alors il prend les choses en main lui-même et lui envoie une petite gifle en revers, déclenchant enfin la bagarre générale qu'il attendait tant. Avant son combat contre Oscar de la Hoya, rival dont la jeunesse avait été dorée et facile comparée à celle de Ricardo, notre gars va le pourrir pour bien lui faire comprendre. « Viens par ici, petit garçon, ça fait longtemps que j'attends ça », lui dit-il lors du tournage de vidéos promotionnelles pour l'événement, et continuant lorsque les deux hommes se rapprochent, « Tu vas me respecter, et fais pas un pas de plus sinon je t'éclate la gueule, ça. On n'est pas dans un film, la petite. Tu vas pas te mettre à chanter comme une p***, on parle de boxe, là. » Et dans un petit documentaire, il explique en exhibant ses cicatrices de combat au couteau dans la rue, « Ce que vous voyez là, c'est pas du chiquet. Moi je joue pas avec des poupées comme Oscar, je suis pas un fils à maman. » Et lors des conférences de presse, il sort carrément le lance-grenade. « Dis à ta femme de bien te baiser le matin du combat pour que tu te couches pas comme tu l'as fait contre Hopkins, espèce de p***. » Et allant même chercher du côté culturel en lui criant « Tu représentes même pas ta race, p***. Tous les latinos sont avec moi. » Avant son combat contre Félix Trinidad, il marche et s'essuie les pieds sur un poster représentant son adversaire. Avant son combat de MMA contre Dean Thomas qui n'aura jamais lieu, il lui souffle de la fumée de clope au visage, la classique. Avant son choc contre Shane Mosley, lorsque la femme de celui-ci se baisse pour récupérer quelque chose au sol, il en profite pour lui caler une petite fessée, ce qui ne manque pas de provoquer immédiatement une échauffourée. Et lors du face-à-face suivant, Mayorga se pointe avec une cigarette, soufflant directement sa fumée au visage de l'Américain, le forçant encore une fois à intervenir et la lui éjecter de la bouche d'un geste vif. Et non content d'être un Conor McGregor avant l'heure devant les caméras, une fois la cloche du début de combat retentit, il amenait exactement la même intensité, le même chaos et la même agressivité. Ayant un cardio infini malgré le fait qu'il fumait comme un pompier, il n'hésitait d'ailleurs pas non plus à charger en avant pour y aller à fond dès les premières secondes du combat, envoyant des combinaisons de plusieurs coups pour essayer d'arracher la tête de son vis-à-vis sans même chercher à s'économiser. Néanmoins, derrière ces airs de fou incontrôlables, lors de quelques rares occasions, le grand public a aussi pu voir un personnage un peu plus humain. Après son combat contre Vargas, par exemple, qu'il avait d'ailleurs gagné, il s'était publiquement excusé d'avoir parlé de sa mère et de sa femme, expliquant « C'est juste ma manière de me conditionner mentalement pour un combat », et faisant même une brève génuflexion devant son adversaire du soir pour lui témoigner son respect. Pendant sa carrière, son pays et l'endroit où il avait grandi lui manquaient trop, alors régulièrement il fuyait son propre camp d'entraînement pour retrouver ses amis de Managua, qu'il appelait lui-même affectueusement les clochards, et lorsque ces mêmes amis d'adolescence l'invitent manger et lui donnent leur plus belle assiette, il refuse. « Vous savez que je viens de la misère, donnez-moi une assiette en carton, je vaux pas mieux que vous », expliquait-il. Lorsqu'une amie de sa mère mourait du diabète, mais qu'il ne pouvait pas venir en personne, il payait toutes les dépenses liées aux funérailles et à la cérémonie. Et concernant son côté joker lors des conférences de presse, qui avait quand même été jusqu'à une claque sur les fesses de la femme d'un des futurs adversaires, bah ça je l'ai gardé jusqu'à maintenant pour vous laisser quelques minutes avec cette impression que le gars était véritablement fou au point de faire une dinguerie pareille. Mais on a appris plus tard que tout ça avait été mis en scène au préalable par Ricardo, Shane et sa femme pour vendre le combat, ce qui est quand même très décevant. Et la WBC elle-même fut d'ailleurs obligée de faire un communiqué pour condamner la chose. Et quand on voit que même avec Dean Thomas, en fait ils étaient potes et qu'ils faisaient des photos ensemble après la même conférence de presse, bah forcément on commence à remettre en doute toutes ces excentricités et ces folies d'avant-combat. Et on peut alors pas s'empêcher de se demander quelle scène était réelle et quelle scène était du théâtre scénarisé en amont pour vendre le combat. Ce qui donne un peu forcément l'impression d'être pris pour des jambons en tant que spectateur. La carrière de Mayorga se terminera de manière prévisible pour un style de combat misant tout sur l'agressivité et laissant la technique et la défense aux oubliettes, avec un bilan de 7 victoires et 9 défaites sur ses 16 dernières apparitions. Après attention, dans ces défaites, il a surtout affronté la crème de la crème et livré des guerres mémorables. En 2013, il a aussi fait un bref passage en MMA, probablement juste pour prendre le billet sans trop se fouler niveau entraînement, puisqu'il finira avec un bilan de 0-3-1 en 4 combats, donc 3 défaites et un no contest pour un coup de genou illégal. Puis après avoir pris sa retraite du sport à 45 ans, El Matador retournera dans son Nicaragua natal où le grand public n'aura alors quasiment plus de nouvelles du champion.
Aujourd'hui, étonnamment, malgré ses excès et sa vie à 100 à l'heure, Ricardo est toujours en vie, bien qu'aux dernières nouvelles, en 2020, son addiction pour la drogue et l'alcool avait fait des ravages, forçant ses amis à intervenir en le plaçant en centre de réhabilitation. Mais en tout cas, il est toujours de ce monde, ce qui est déjà mieux que les Carlos Monzon et Tommy Morrison cités au début, qui eux n'avaient pas eu cette chance et étaient décédés prématurément dans de sales conditions. Voilà, c'était les anecdotes du père Rusty sur Ricardo Mayorga. Si jamais ça vous a plu ou que vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément. Pour le reste, à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.